Du lundi au vendredi matin à 9h10, Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Augustin Trapenard. Demain, je reçois le ou la lauréate du prix du livre étranger France Inter JDD. Ne me demandez pas qui c'est, parce que même si je suis dans le jury, je suis une tombe. Vous saurez demain qui succédera à Paul Auster dans Boomerang, évidemment. Demain matin sur France Inter, À 9h10. exercez une activité indépendante sans créer votre entreprise. Avec le portage salarial, vous réalisez des missions en conservant les avantages du statut salarié. Choisissez le portage salarial avec une société adhérente du PEPS. Ce soir sur Arte. Heureusement, vous n'êtes ni Premier ministre italien, ni prêtre délinquant, ni scientifique en dépression. Sinon, il vous faudrait garder secret un des plus grands miracles de l'histoire. Un miracle qui sèmerait le doute. Un miracle qui bouleverserait tout. À quoi peut-on se fier après un miracle? Il Miracolo, la nouvelle série événement. Ce soir sur Arte et déjà en intégralité sur arte.tv. France Inter aime Les Idoles, un spectacle de Christophe Honoré avec Marina Foïs du 11 janvier au 1er février à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Les années 90, Christophe Honoré a 20 ans et rêve de monter à Paris pour y croiser ses idoles. Jacques Demy, Guibert, Cyril Collard, le cinéphile Serge Danet, Lagarce, Coltès. Pour que ces six-là puissent se parler, Honoré a composé un spectacle, un hommage, une réponse à la question « Comment danse-t-on après ?» Les Idoles, du 11 janvier au 1er février à l'Odéon Théâtre de l'Europe, un spectacle France Inter. Cosmopolitane, c'est maintenant. C'est Paula Jacques. Eh ouais, sur France Inter. Mais non, vous êtes bien sur France Inter. Paula, c'est à vous. Hein. Bonjour Laetitia, mais alors doucement, doucement, ne me réveillez pas, je rêve. Je rêve que je suis assise dans le studio de Cosmopolitaine et que dans un instant, je vais faire des étincelles avec mes invités. Ah oui, si on faisait ça. Ça nous changerait. Ça nous aurait fait moins de boulot, on aurait dû y penser. Elle recevait des gens brillants. Hein. Donc, on n'est pas même à 5. Mais des écrivains étrangers. Bon, cela étant, les amis, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Ensuite, ça fait si longtemps que je n'ai pas fait de radio que je suis stressée, là. Comme si c'était la première fois on fera pas de que je cadeau. devais parler dans ce truc-là. Bon. Les auditeurs vous attendent, Paula. Attention, c'est parti. Cette femme foncièrement amorale, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Salut les amis. Alors, ça bosse? Oui, mais j'ai lu le livre. Ah, mais... de Paula Jacques. Ouais, elle était sur France Inter, d'ailleurs. Moi, j'adorais son émission le week-end, Cosmopolitaine. Elle invitait des auteurs étrangers. Oui, mais c'est parce que surtout, elle est romancière. Elle a même gagné le prix féminin. Voilà. Mais donc, quel est le problème, là? Mais le problème, c'est qu'elle m'a envoyé son livre avec une dédicace. Bon, ça se fait entre gens du showbiz. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Alors, je vous lis. À toi, mon cher Alex, tu aimeras, je crois, cette femme foncièrement amorale, affection Paula Jacques. Oh bah c'est pas mal ça. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah peut-être qu'elle a découvert ta vraie personnalité. Mais non, mais tout ce travail pour être un gendre idéal, la mèche, le chapeau, les vestes en tweed. T'as démasqué, voilà. Mais vous me trouvez amoral? Bah ça dépend quand tu te jettes sur la stagiaire, par exemple. Elle a pas dit que tu étais amoral, toi. Elle a dit que tu pourrais aimer des femmes amorales. Elle parle de mon ex. Laquelle? Non, bah... elle parle de Charline. Quoi, moi, amoral? Mais elle a mis foncièrement amoral. Ah bah ça c'est Charline, ça c'est toi. Mais ne me mêlez pas à ça. Alex, tu prends tes responsabilités. Je veux dire, si t'aimes les filles amorales, bah c'est ton problème. Oui, j'aime la Pompadour, j'aime Matahari, j'aime Zaya. Et alors, est-ce que ça fait de moi un criminel? Non mais ça va, calme-toi, c'est juste une dédicace. Non, je me calmerai pas. Il y a des colères saines. J'en ai marre qu'on me fasse la morale. Voilà. Bon bah voilà, t'es amoral. Allez hop, terminé au boulot. Amis de la moralité, bonjour. Et bonjour donc à toute la France Inter. Bienvenue dans la Start-up Radio qui retourne l'actualité comme une boule à neige. Et voici les 3 informations qui vont virevolter avant de retomber lentement jusqu'à 18h. Et au milieu de toute cette crise, BFM TV est la cible privilégiée des manifestants. Ils considèrent la chaîne comme leur adversaire alors qu'elle leur consacre la quasi-totalité de son antenne. Pendant ce temps, le média qui prospère, c'est RT. Russia Today. On savait pourtant que c'était que des menteries dans les journaux, des âneries de députés pour embêter le pauvre monde. En Italie, les maires de 3 grandes villes se rebellent contre les mesures de Matteo Salvini. Le ministre de l'Intérieur refuse l'accès aux soins ou la recherche d'un travail pour les réfugiés, malgré leur titre de séjour. Ils sont donc livrés à eux-mêmes dans la rue. C'est un grand pervers, ce Salvini, non? Pour qui est-ce que tu me prends? Tu me prends pour une petite merde comme toi? Va pas cool, hein. Bon. Alors, dans le milieu de l'édition, à quoi ressemble une lettre de refus d'un manuscrit? C'est désastreux ou stimulant? C'est écrit avec tact ou moins?
Monsieur, le comité de lecture des éditions Flammarion, au grand complet et à l'unanimité, vous suggère de renoncer définitivement à toute velléité d'écriture. Et il ajoute de vos brèves. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, aujourd'hui autour de la table, l'équipe originelle comme le péché. Amoral donc, à 17h20, il est là. Je rêve. Il ne peut pas reconnu. Celui qu'on appelle l'Arlésienne des Révannes. C'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour jolie bande. Je vais vous parler d'un Big Bang. D'un Big Band. Ah oui. Il s'appelle les Amazing Keystone Orchestra. Ils sont parisiens, c'est des musiciens formidables avec une chanteuse qui s'appelle Célia Kameni. Ça va transpirer de la moustache. Très bien, 17h30, celui qui prend le pouls de la France. Autant vous dire que si c'est lui l'infirmier de Marianne, elle n'est pas encore soignée. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour à tous. Moi je me suis intéressé au grand débat national, évidemment. Tout le monde en parle. Je suis allé voir donc les Français. Alors de quoi on va parler dans ce débat? La peine de mort, la torture, pourquoi pas? On est bien, ça va être sympa. Et enfin, à 17h40, celle qui une fois de plus nous a mis d'accord, tout de suite, Yann Moix, c'est moi, il me la laisse. C'est Clara Dupont-Moreau. Bonjour. Il n'a pas dit les femmes de 65 ans, il a dit 50. De quoi on va parler? 50, c'est même pas moi, excusez-moi. On va parler du livre de notre invitée, toute jeune. Qui est cette une belle demoiselle. Oui, voici celle qui est entrée dans notre open space. Je vous laisse nous le dire, vous êtes Paula Jacques. Mais oui, c'est elle. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Bienvenue chez vous, Paula Jacques. Quelle bienvenue. Merci de m'avoir invité dans ce studio où on ne s'ennuie pas en général. Il y en a 2 sur 3 autour de la table qui ne voulaient pas vous inviter. Mais Alors, pour les auditeurs plus jeunes qui nous ont rejoints récemment sur France Inter, Paula Jacques. Vous voulez dire. Oui, plus récent. Vous avez travaillé notamment sur France Culture, sur France Inter, cet espace de liberté et de laboratoire qui était l'oreille en coin, et puis votre propre émission cosmopolitaine. Et puis vous êtes romancière aussi, Paula Jacques, et vous publiez Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt. C'est paru aux éditions Stock. Paula, en tant que romancière, vous avez déjà été interviewée par Bernard Pivot, par Jacques Chancel, et vous allez être interviewée par Alex Vizorek. Autant vous dire, vous n'allez pas voir une grande différence. Il y a un crescendo, même on pourrait dire, vraiment. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je raconte le début du livre. Louison habite chez sa sœur, avec sa sœur Margot, chez L2, et sa fille Mathilde vient la convaincre de se faire soigner parce qu'elle a une grave maladie. Et cette fille Mathilde, ça lui donne l'envie de raconter la vie folle et épique de sa mère Louison. Alors évidemment, la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que c'est votre histoire? Est-ce que c'est une histoire vraie? Mais absolument, moi je suis née en 1920, j'ai été à Marseille pendant la guerre, j'ai rencontré des résistants, j'ai tiré mon épingle du jeu de toutes les embuscades, et me voici. Ça n'a pas tenu une question. Vous avez fait exprès de botter en touche. Bernard Pivot peut être rasséréné, il y a la relève qui est en place là. Est-ce que c'est vous la fille, évidemment? Non, c'est pas moi la fille, mais la fille c'est ma meilleure amie. Voilà, et tout ce que je raconte dans cette histoire absolument folle et vraie, très très romancée, romanesque, un peu arrangée à ma sauce, mais c'est une histoire incroyable et pourtant vraie. Mais vous avez rencontré cette Louison, du coup, si c'était une amie à vous? Alors, je vais vous faire une confidence. En fait, j'ai rencontré cette dame qui était déjà très âgée et qui, comme dans mon livre, adorait les chiens. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était chez sa fille. Il y avait une fête et madame mère donc était avec ses chiens. Et puis moi, j'ai des chiens, ils ne sont pas entendus. La première fois qu'elle m'a vue, elle m'a engueulé. Foutez le camp d'ici avec vos chiens. Voilà notre première rencontre. Et là, vous vous êtes pas dit tout de suite, celle-là, il faut que je la raconte. Ça a mûri. Non, c'est après, parce que moi, chaque fois que je termine un bouquin, je suis dans un état d'angoisse terrible. Je cherche tout de suite un sujet, et puis je me suis souvenu donc de l'histoire de ma meilleure amie, de la mère de ma meilleure amie. Je dis, mais c'est un sujet d'enfer. Sauf que mon problème, c'est que moi, j'ai toujours écrit sur ce que je connaissais, c'est-à-dire mon origine, mon pays, l'Égypte, ma communauté, les Juifs d'Égypte. Et là, je me risquais sur un terrain un peu risqué, quoi. C'était vraiment l'histoire des Français de France, et je me disais, est-ce que je vais savoir m'y prendre ? Et ben voilà, j'ai travaillé et puis voilà le résultat. Oui, parce que ça se passe, on peut raconter un peu plus loin, ça se passe pendant la guerre et cette Louison, on est au début de la Deuxième Guerre mondiale et elle tombe amoureuse d'un jeune Italien qui habite Alger et qui la convainc de la rejoindre et elle
elle part, mais juste quasi le jour du déclenchement de la guerre. Elle part à Marseille, donc en espérant embarquer. Seulement, elle arrive à Marseille, on est en juin 40. Toute la ville est assaillie par tous les réfugiés, ceux qui fuient le nazisme, les communistes espagnols, etc. Il n'y a pas une chambre de libre et surtout, il n'y a pas un seul bateau qui appareille, quoi. Mais là intervient un personnage qui va jouer un rôle assez énorme et qui en dit beaucoup. C'est un vieux monsieur qui s'appelle Tonton et qui appartient à la pègre marseillaise, et il va se révéler beaucoup plus héroïque que prévu, alors même qu'il est proxénète, qu'il fait du trafic, que c'est a priori un sale type. Est-ce que vous vouliez dire par là que l'héroïsme n'est jamais là où on l'attend, ou qu'il faut se méfier des apparences, ou... Non, ce que je veux dire, c'est une vérité profonde, c'est qu'il peut y avoir dans l'âme d'un bandit un petit côté sain, quoi. Et ce personnage a réellement existé à Marseille. C'était un des rois de la pègre, et il a été admirable pendant la résistance. Ça a été un résistant de la première heure. Il a fait des actions d'une audace incroyable contre les Allemands. Il a sauvé des Juifs, il a caché des Juifs, et ça n'a pas empêché de continuer ses activités de raquette et de proxénétisme. Et à la fin de la guerre, je vous révèle un truc, il a fait la campagne électorale de Gaston Defferre, quoi. C'est devenu un personnage très important. Il est resté dans la mafia, quoi. Mais il se trouve que réellement, ce personnage-là, dont je ne vais pas citer le nom, pour pas avoir des ennuis avec la famille, encore que j'en fais un très beau portrait, a réellement rencontré la mère de ma meilleure amie, qui était une jeune femme extrêmement belle, et je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas essayé de la mettre sur le trottoir. Elle se pose la question d'ailleurs, elle dit, il n'essaie pas de me toucher, et il lui rend service spontanément, il n'essaye même pas, contrairement à Alex Vizorek, à qui ce genre de comportement échappe ça visiblement. M'a surpris, moi, oui, mais il n'essaie même pas de tenter même un baiser, alors qu'elle est ravissante. La narratrice, sa fille aussi, s'en étonne, parce qu'en plus sa mère, elle ne sait pas la vertu en personne. Mais elle dit qu'elle ne sait pas, elle dit qu'elle non, a en fait, sous son il y corps, a une explication, c'est qu'il est corse et il est extrêmement religieux, et quand il était enfant, il y avait dans l'église de son petit village le portrait de la Madone, et elle ressemblait à Louison. C'est ça, moi j'ai eu mes premiers fantasmes avec la Madone. C'est vrai. J'avais une statue terrible. C'est le roman de Paula Jacques, Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt, paru aux éditions Stock. Clara Dumont-Mono va y revenir. Et cette Louison, il y a un côté espiègle aussi qu'on retrouve chez vous, Paula Jacques. Il y a un point commun. Louison, chez les sœurs, un soir, Louison annonça au dortoir que Dieu n'existait pas plus que beurre en broche. Et elle dut recopier 300 fois. En Jésus, j'ai trouvé un ami. Jésus est tout pour moi.
Superstation, Stevie Wonder, comme disent les Français. Le W, vous dites V, alors moi je m'adapte. Sur France Inter, par Jupiter, avec Paula Jacques qui est avec nous. La romancière, plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt, chez Stock. Paula, pour vous entourer aujourd'hui. Vous avez la chance, ça fait très longtemps qu'elle n'a plus été réunie, l'équipe du premier jour, avec André Manoukian, avec Guillaume Meurice. D'ailleurs, on l'avait arrêté parce que ça marchait pas. Pardon, avec Clara Dupont-Moreau. C'est vrai, l'ADN de cette émission est donc là pour ceux qui nous suivent depuis le début, l'époque. Si tu écoutes, j'annule tout, mais certainement pas l'information. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, on est pour la paix. Le journal de presque 17h17. Ça va les riches? Ça fait plaisir d'être riche. L'abbé Pierre. Clara n'avait pas reconnu. N'écoutez pas, c'est l'abbé Pierre. On commence par les titres. En 2018, les groupes du CAC 40 ont versé à leurs actionnaires les plus hauts dividendes depuis 10 ans. Et oui, et c'est sans doute pour ça qu'on trouve très peu d'actionnaires du CAC 40 parmi les gilets jaunes. Après la cagnotte pour Christophe Détinger, après la cagnotte pour les policiers blessés du membre de Les Républicains Renaud Muselier, c'est au tour d'Éric Drouet de lancer une cagnotte pour les manifestants blessés. Alors en ce moment, il y a tellement de cagnottes qu'il va falloir ouvrir une cagnotte pour soutenir financièrement les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois à cause d'avoir donné trop à la cagnotte. Et les brèves. Oui, alors. Litchi va sponsoriser probablement les brèves. On va prévenir Marlène Schiappa quand même. Il va demander les noms. Et on célèbre un anniversaire, celui de Tintin qui a 90 ans aujourd'hui. Oui, Tintin et Haddock, le premier couple gay de la BD franco-belge. Vous voulez dire que... Caroline, réfléchissez à un jeune androgyne avec une mèche blonde qui vit plus souvent avec son vieil ami barbu et son fox terrier. Excusez-moi. Pardon, Alex, c'est plutôt les deux Dupont. Hein. Ils sont tous les deux Dupont, ça certainement. C'était tu avant. Mais alors, attendez, Tintin, c'est plus avec le chien maintenant. Attendez. Tintin, c'était tu. Alex, Paula, du coup, l'album Objectif Lune. Bah, c'est comme les cigares du pharaon, publié crypté. Ça, Perlipopette. Bien sûr. Allez, revenons à Éric Drouet. L'étoile mystérieuse, bien évidemment. Eh oui, je l'ai. Calmez-vous. Le sceptre d'Otoka. Oh là là. Secours. Relisez Tintin. Sinon, vous pouvez réécouter en podcast cette émission et passer tous les moments qui vous font chier, chers auditeurs. Parce que là, on est en direct, vous pouvez rien faire, mais en podcast, faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez écouter que Stevie Wonder, par exemple. Bon, revenons à Éric Drouet, qui a lancé une cagnotte pour les manifestants blessés. Oui, le type est à deux doigts d'inventer l'impôt, qui sert normalement à financer les hôpitaux dans lesquels les gilets jaunes blessés ont pu recevoir des soins gratuitement. Et à l'opposé, la cagnotte de Renaud Muselier, en soutien aux forces de l'ordre, a déjà récolté plus de 850 000 euros. 850 000 euros, ça a changé leur quotidien. Ça, au CRS, pour en prendre des cuites au château Rothschild, c'est quand même mieux que le Ricard. 850 000 euros, c'est beaucoup. C'est énorme. Je veux dire, Chantal Joanneau, elle a immédiatement demandé son parcours d'entrée à la police. Et on n'est pas à l'abri que Laetitia Hallyday se marie avec un CRS. France 3 a révélé une vidéo dans laquelle le commandant de police Andrieux frappe d'autres gilets jaunes à Toulon dans une séquence tournée avant les images déjà diffusées. Et je crois qu'on tient un bon candidat pour le prix Benalla 2019. Économie, pour tenter de sauver le site de l'usine de Blanquefort, Philippe Poutou demande à rencontrer le nouvel ambassadeur de Ford, le judoka Teddy Riner. Alors autant sur le combat Boubacaris, je sais pas sur qui miser, autant Riner Poutou, je sais où je mets ma pièce. International, en Espagne, le parti des amis de Manuel Valls s'est rapproché de l'extrême droite. Et oui, il est en train de passer du 49-3 au 39-45, Manuel Valls. C'est fou comme il est changeant. C'est fou comme il est changeant. Si ça continue, il va s'auto-expulser d'Espagne, se considérant comme un immigré. Au Japon, un magazine a créé la polémique en publiant un palmarès des universités où les filles couchent le plus facilement. Et oui, Yann Wax fait le pied de grue devant l'ambassade nippone depuis cette info. Science à présent, des signaux radio répétitifs détectés depuis l'espace intriguent les scientifiques. Enfin, on a des nouvelles de Patrick Cohen. Salut Patoche. Des brèves. Des brèves. Un homme... C'est vrai qu'elle marcherait celle-là. Un homme arrêté... Soyez concentrés, c'est le moment des brèves. Il ne faut pas le rater ça, les brèves. Les gens aiment ça. Un homme arrêté après avoir léché la sonnette d'une maison pendant 3 heures. Le premier cas d'interphonophilie connu. Et oui. La dernière peut-être. Et la dernière, un thon rouge a été vendu 2,7 millions d'euros aux enchères au Japon. Et c'est Franck Ribéry qui l'a acheté pour se faire des sushis. Si je peux me permettre, excusez-moi, pour revenir sur Tintin, les bijoux de la Castafiore.
Ça donne tout de suite un autre éclairage. Tout de suite, il est 18h, Fabienne Synthèse. C'est le journal le plus long de l'histoire de cette émission. Pardon, Paula. Alors, Paula Jacques est avec nous. Profitons-en. Parlons des manifestants qui s'en prennent aux médias. Et leur cible privilégiée, c'est BFM TV, qui couvre de façon très intensive le conflit social qui dure depuis 1 mois et demi. Des journalistes se font agresser et la coupe est en pleine. Le syndicat de la chaîne sort de son long sommeil. On ne savait pas qu'il y avait un syndicat à BFM, mais bien sûr. D'autant que les journalistes, c'est vrai, d'autant que les journalistes critiquent la couverture excessive du sujet jaune. Il y a donc une remise en question en continu. Bonjour à tous et bienvenue dans 200% Insides. 200 parce qu'on est deux, Insides parce qu'on est à l'intérieur. Sujet d'actualité, témoignages, des présentateurs en chemise en jean qu'on aimerait avoir en poupée, avec une barbe de 2 jours, plutôt smooth, décontracte, relax, c'est ça, 200% Insides. Avec pour commencer, du sport. Pourquoi les cyclistes sont-ils toujours en train de rouler au milieu de la route? Sont-ils organisés? Question, réponse. Pour vous faire chier, hein. Un reportage dans les pédales. Superbe blague Bertrand. Merci Christophe. C'est un sketch du Palmacho. Et ça ressemble étrangement à certaines chaînes, finalement. Mais vous savez à quoi ça me fait penser, Charline? Ça ressemble, toute proportion gardée, à mai 68, quand les journalistes, et notamment dans cette radio où il y avait où un téléphone direct était relié au ministère de l'Intérieur. Vous n'avez pas connu ça? Moi non plus, je suis arrivée après. Donc les journalistes, ils allaient quand même couvrir l'événement de mai 68 aux grandes dames de leur direction. Ils se faisaient remonter le bretelle. Ils se sont tous fait virer. Après, ils ont fait des carrières formidables. Mais voilà, donc déjà, il y a une espèce de tiraillement comme ça dans la bonne entente médiatique de BFM. C'est intéressant, non? Oui, c'est intéressant ce qui se passe, c'est vrai, parce que ils remettent en cause finalement l'excès de couverture en continu du mouvement, et donc là c'est l'inverse en fait. Ouais, on a tendance à beaucoup critiquer BFM pour ça, et voilà, exactement. Mais quand même ils se font bastonner dans les manifs, alors que pour finir ils servent quelque part la cause. Bon, je dois dire que parfois on a un peu pitié d'eux, quoi. C'est-à-dire que quand je regarde là, ils sont tous sans arrêt sur les places. Quelquefois elles sont désertes et ils cherchent désespérément une catastrophe à raconter. Ils sont tout seuls au milieu de la place et puis ils disent ah c'est terrible, Paris brûle, Paris brûle. Il y a de quoi les plaindre quand même. Oui, mais c'est ce que vous dites parce que la direction de BFM se défend en disant qu'ils sont la chaîne, je cite, de l'événement. Or, c'est pas ça qui leur est reproché. C'est pas de couvrir l'événement, c'est la façon dont ils le font, de couvrir l'événement même qu'il n'y en a pas. Ben voilà, c'est ça qu'on leur reproche. C'est ça. Donc c'est une vraie remise en question de cette info en continu, voilà, et de meubler, etc. par les journalistes eux-mêmes. C'est là que ça devient intéressant. Mais imaginez un peu qu'ils ne le couvrent pas, ces événements. Ça serait très grave aussi, n'est-ce pas? Oui, mais personne, les Gilets jaunes même eux-mêmes ne disent pas ça, ne disent pas qu'il faut pas couvrir. Ils disent c'est la façon de le faire. Et c'est vrai qu'il y a une sorte un peu de brassage de vide et de vent qui est spécifique aux chaînes d'infos en continu. Et Paula Jacques, le fait que ce soit BFM qui soit principalement visé par les manifestants, ça peut interpeller parce que c'est une chaîne qui est quand même très populaire. Mais ça veut dire que c'est la chaîne la plus regardée en ce moment et la plus puissante sur le marché de l'information. C'est la rançon du succès. Ah oui. Il y a des x10 d'audience le samedi par rapport à un samedi normal. Notons aussi que Russia Today décolle avec le gilet jaune, c'est quand même extrêmement improbable et inquiétant un peu parce que c'est Russia Today, quoi. C'est la télé du Kremlin. Et dedans il y a Russia, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans Russia Today, il y a Russia. Bon, non, mais j'ai vu un truc absolument horrible. J'ai vu des gilets jaunes en train de féliciter un des journalistes de cette télévision Poutine en disant tel meilleur. C'est quand même un peu inquiétant parce qu'on sait ce que ça représente la télévision Poutine, on sait comment les Russes traitent leurs journalistes. Ils sont la plupart, quand ils ne sont pas assassinés, ils se retrouvent en prison comme le cinéaste Oleg Sensev. Par ailleurs, moi j'ai regardé un petit peu, c'est une chaîne absolument complotiste, antisémite, qui essaye de nous prouver que le régime de Poutine est 100 fois préférable à nos démocraties chaotiques et en déréliction. Et on salue Jean-Luc Hess, notre ancien président de Radio France, qui fait partie du conseil de surveillance de Russia Today. Ça, c'est vraiment la meilleure idée qu'il ait eue. Oui, mais alors, je dois quand même vous dire que je l'aime malgré tout. Mais oui, je comprends. C'est le mauvais esprit, ce que vous voulez, Paula, on ne peut pas s'en départir. À côté de vous, il y a André Manoukian, le grand retour, sa voix suave, sa moustache. Bon esprit, Paula, bon esprit. Moi, j'ai envie, pour bien commencer l'année, d'appliquer les vœux pieux que je me suis souhaité à moi. Premier vœu, être fidèle. Fidèle, oui, mais d'abord à moi, bien sûr. Comment? En vous parlant de la musique que je préfère, le jazz. Deuxième vœu, ne pas oublier que
Tout est sexuel, Clara. C'est même un principe divin selon Spinoza. L'homme est un être de désir. Voilà, du jazz, de la philo, du cul, mon tripode, ma sainte trinité à moi. Alors, vous avez quand même résumé Spinoza à vraiment une phrase. Quoi. La vision d'André Manocure de Spinoza. L'homme est un être de désir. Je vous ai pas parlé de la substance qui nous réunit tous et de ses attributs et de ses infinités d'attributs. Mais bref, voilà, on revient du jazz, de la philo, du cul. Qui mieux que le Amazing Keystone Orchestra pour bien commencer l'année. Amazing Keystone Orchestra. Amazing, il le porte bien, l'histoire est extraordinaire. En 2010, 4 potes du conservatoire se lancent dans un truc de dingue, mettre sur pied un big band et assurer plus d'une centaine de concerts par an. Aussi facile que de fabriquer une licorne à partir d'un œuf de limpe congelé. Je rappelle que l'âge d'or des big bands, c'était les années 30. Ces grands orchestres de jazz et qu'il a juste duré 20 ans pendant lesquels fleurissent aux USA les grandes formations de Duke Ellington, Count Basie, Cab Calloway, Glenn Miller. Vous vous souvenez quand on dansait le swing tous les deux? On n'allait pas... inoubliable. Exactement. Inoubliable. Eh ben, on n'allait pas les écouter dans des auditoriums, ni des théâtres, ni des salles de concert. On allait dans des ballrooms, des hôtels, des halls de gare parce que c'était des orchestres de bal. On y allait pour danser le swing. Cette danse élégante, Guillaume Meurice, où les pauvres louaient des smokings et se prenaient le temps d'une danse pour Fred Astaire et où on ne faisait pas la différence entre un fraiseur-mouliste de General Motors et un salaud de banquier sur le dance floor. Pour peu que le premier ait un jeu de jambes imparable, c'est lui qui remportait la mise et se tapait la jeune première éblouie par son jive. La lutte des classes le cédait à la lutte des claquettes, le temps d'un foxtrot. Elle est belle celle-là, non? C'est le bon, ça? Oui, c'est de moi, ouais. Encore une fois. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, camarade. Ça, c'est pas de moi. Sauf qu'en 2010, nos 4 jeunes premiers du Conservatoire de Paris, section jazz, se sont lancés dans cette aventure insensée. Le pianiste Fred Nardin, le saxophoniste John Boutelier, le tromboniste Bastien Balaz et le trompettiste David Enco. Mettre en place la meilleure section rythmique de Paris et la meilleure section de cuivre. C'est difficile, mais ils le font. Ok, mais après, il faut les garder, les 25 Lascar. Et qu'on le veuille ou non, un musicien, c'est vénal. Ça n'est pas comme Chantal Joanneau. Il lui faut des cachetons, de la caillasse, des brousoufs. L'idée de génie, c'est que nos 4 fondateurs proposent des thématiques. Un disque autour de Django Reinhardt, un autre sur le jazz et Disney, un autre sur Pierre et Leloup. Et à chaque fois, ils enregistrent une version pour les grands, plus une autre destinée aux enfants, avec un narrateur choisi qui, grâce à un conte, va rendre de la vraie grande bonne musique accessible aux enfants. Et comme dans ce pays, on a encore des centres culturels qui datent de Malraux, on vous l'avez bien connu, des intermittents du spectacle qui datent de Jack Lang, je les ai bien connus. Ben, on a encore un peu de budget pour amener de la... Oui. Moix, même combat. Mais non! Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit. Putain, on va en faire un jingle de ça. On a encore un peu de budget pour amener de la culture aux scolaires. Ce qui fait que nos amis du Amazing Keystone Orchestra, lorsqu'ils sont programmés dans une salle, ils font un concert pour les adultes et 2 concerts pour les scolaires, ce qui leur permet de fournir une centaine de dates à leurs zikos et de maintenir en pleine forme un formidable groupe grâce à ça. Alors pour cet album-là, c'est Ella Fitzgerald qu'ils ont choisi d'honorer. Comment on fait dans ce cas-là? Eh ben, ils ont inventé une histoire, celle d'une petite fille Bess qui vit dans un orphelinat d'Alabama où elle découvre un jour la voix d'or de la grande Ella. Elle n'aura alors qu'un seul rêve, chanter comme Ella. C'est Vincent de Dienne qui raconte et surtout c'est Célia Camini, formidable jeune chanteuse qui chante les beaux standards immortalisés par Ella Fitzgerald. Aïe, j'ai la moustache qui transpire. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die.
again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just a little yellow basket. Oh, little yellow basket. Oh, dites donc, et Paula Jacques, elle a chanté pendant tout le morceau, vous le connaissez par cœur. Ah mais moi j'adore le jazz. Vous avez vu cette chanteuse, elle est française et elle est à 30 ans de Yann Moix au moins, enfin je veux dire, voilà. Elle s'appelle Celia Camini, le groupe c'est The Amazing Keystone Orchestra. Ils seront à Paris, salle Playel, 16 et 17 mars 2019 et ils vont faire plein de festivals, checkez-les. Bon, Paula. J'y vais. Hein. Ah ouais, vous êtes aux anges. Là. Non, en plus, je connais très bien cette chanson. Et là, l'orchestration, André, est formidable. Eh ben ouais, voilà. Bravo, André Manoukian. Ça valait le coup de revenir, André. Paula Jacques est avec nous. Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt est paru chez Stock. C'est le roman de Paula que Clara Dupont-Mono va nous chroniquer tout à l'heure. Eh bien, à cette heure-ci, c'est l'heure de celui dont vous êtes fan, Paula. C'est Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler du grand débat national parce que ça m'a l'air bien parti, cette histoire. Ça va bien rouler, comme disait le chauffeur de Lady Di. A priori, ça c'est tout droit. Il faut juste bien viser entre les poteaux. Mais il y a quand même quelques coups durs dans le lancement du débat. Bon, déjà, on a perdu Chantal Joanneau. La pauvre, s'il la vire définitivement, elle va avoir du mal à boucler sa fin de mois. Comme Benjamin Griveaux, c'est pareil, il a toujours du mal à la boucler. On aimerait bien qu'il la boucle. Tout le monde dit, mais boucle-la. Il n'y arrive pas. Et deuxième petit problème, personne n'est d'accord sur les thématiques à aborder. Alors là, c'est le bordel. Il y a plein de problématiques. Il y en a qui se demandent, par exemple, si la fréquence d'apparition d'un chroniqueur arménien sur France Inter est corrélée avec le versement de pensions alimentaires à ses maîtresses. Ça fait partie des débats qui sont sur la table. Il y en a d'autres qui remettent en cause la présence d'une bourgeoise protestante dans un journal de gauche d'extrême droite comme Marianne. Voilà. Les gens se posent beaucoup de questions. Il y a plein de sujets. C'est Clara, pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui, par exemple, Clara Dupont-Mono. On n'est pas là pour dénoncer. Non, on n'est pas là, pas du tout. Donc il y a plein de sujets. Voilà, il y a plein de sujets. Alors pour débloquer cette situation, je crois qu'il faut s'en remettre au peuple de France. Le peuple est souverain, je vous le rappelle. Ça fait flipper, mais il est souverain quand même. Alors, le peuple de France. Je suis allé le voir ce matin. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Truc tout bête, que les Français restent Français, quoi. Voilà. C'est-à-dire bien. Normal. Ils sont n'importe qui, n'importe quoi, voilà. Vous trouvez que les Français sont plus français? Oui. Oui, alors c'est vrai, mais il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'être un vrai Français. Parce que là, c'est pas clair. Je vous rappelle qu'un Arabe, s'il gagne la Coupe du Monde, il est français. S'il vole un autoradio, il est algérien. Il y a des nuances. Un Libanais qui vole des trucs, il risque la prison, sauf s'il est milliardaire. Sauf si c'est Carlos Ghosn, qui est quand même en prison, mais chez les Japonais. C'est compliqué, on dirait une chronique d'Arménien. Bon, alors on va être plus clair avec la volonté de ce monsieur dans le débat national. Les vrais sujets, ils ne veulent pas du tout qu'on les traite. Alors c'est ça, c'est pas un débat national. C'est quoi les vrais sujets pour vous? Moi, il y avait un sujet très important. C'était les mariages pour tous. Ah, c'est un vrai sujet, ça, ouais. Moi, je suis contre les mariages pour tous. Et il y avait une foule terrible pour ça. La loi Taubira doit être vraiment rayée de la carte. Alors, vous dites ça à Taubira elle-même. C'est un danger de l'État. Une terroriste, pour moi, c'est une terroriste. Christiane Taubira, une terroriste? Oui, je l'appelle terroriste. Alors, faut vous mettre d'accord parce que, normalement, on dit qu'elle est laxiste. Donc, une terroriste laxiste, ça, c'est un nouveau concept. C'est un mec de Daesh qui dirait ouais, l'attentat, je sais pas, je ferai demain. Je vais jouer à Mario Kart. Puis le lendemain, il arrive, oh merde, le détonateur. Putain, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Les attentats seraient quand même plus cool. Alors, il y a une question qui se pose quand même. Est-ce que supprimer le mariage pour tous améliorera le quotidien des Français? Moi, j'ai dit qu'il ne fallait pas légiférer là-dessus. Oui, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que ça va améliorer le quotidien des Français? Moi, je suis contre les mariages pour tous. J'ai compris. C'est pas ça que je vous demande. Oui, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que, si demain, il n'y avait plus de mariage pour tous, est-ce que ça améliorerait votre quotidien, par exemple, ou le quotidien des Français en général, en majorité? Je pense que oui. Ah bah oui. C'est vrai que le mec qui galère au SMIC, il se lève tous les matins en se disant putain de Village People, bordel. Me saoule. C'est eux qui piquent tout mon fric. Mylène Farmer démission. Évidemment, c'est la cause de leurs problèmes, car les homosexuels, je vous le rappelle, sont partout. Regardez, on est vraiment actuellement entouré par les ministres et les présidents de la République d'une équipe d'homosexuels. Et l'homosexuel domine tout ici maintenant. Vous pensez, ouais? Oui, je pèse mes mots. J'ai dit, les ministres? Il y a beaucoup parmi eux qui sont homosexuels. Qui ça? Je vous laisse, je ne vais pas accuser, mais je vous laisse réfléchir. On fera une petite enquête quand même, dans le slip des ministres. Ça me semble quand même l'urgence absolue. On savait qu'ils baisaient les Français, mais sans distinction de sexe, quoi. Bon, très bien, on va s'en occuper. En attendant, moi, il me semblait que le problème, c'était plus la répartition des richesses, les cadeaux aux riches, mais a priori, non. Enfin, les riches, ils ont aussi peut-être travaillé pour arriver. Je pense que l'argent n'arrive pas si on fait rien. Est-ce que Arnaud Lagardère, par exemple, il a vraiment travaillé pour avoir cet argent? Je sais pas, c'est peut-être pas le bon exemple, mais
Est-ce que Vincent Bolloré, il a vraiment travaillé? Non, quelqu'un qui parte avec des millions d'indemnités, qui a travaillé, qui parte avec... Eh ben tant mieux pour lui, de toute façon il n'aura pas de quoi le dépenser, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'il le garde quand même, il n'y a aucun souci. Franchement, moi aussi, je suis comme la dame, hein, et comme Dominique Seux, j'ai appris l'économie dans Picsou Magazine. Hein, et c'est vrai que c'est vachement bien expliqué. Je vous conseille l'épisode Riri Fifi Loulou au CAC 40, c'est formidable. Mais j'ai peur quand même que si on partage pas les richesses, les gilets jaunes ne se calment pas. Donc j'ai rencontré un monsieur qui a une autre proposition. Quand on paye pas ses impôts, ils nous mettent moins 10%. Mais pour les bons payeurs, pourquoi ils nous font pas plus 10%? Ça, c'est un bon projet de loi. Pas mal. Hein? Mais alors ça marcherait pour tout. Alors si on respecte les feux rouges, la police nous donne un petit billet de 10 balles. Ouais, ça serait pas mal. Et il y aurait moins d'accidents. Eh ben c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça on garde, on file de la thune à chaque fois qu'on respecte les règles. On risque pas la ruine dans les ministères. Dommage quand même que ça ait peu de chances d'être retenu au final, parce que bon, ce grand débat national ressemble d'ores et déjà à une grande débâcle nationale. Oh, Guillaume Meurice dans ses œuvres. Merci Guillaume. À votre service. Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Notre invité, c'est Paula Jacques. On en profite, on va aborder avec vous cet autre sujet qui a un petit peu trait. En Italie, les maires de Naples, Florence et Palerme sont entrés dans la fronde contre les mesures de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, car chez nos voisins, le permis de séjour ne donne plus accès ni à la résidence, ni aux soins, ni au centre de recherche d'emploi. Alors livrés à eux-mêmes, ces réfugiés sont à la rue. Donc, on peut supposer poussés à la criminalité pour pouvoir survivre. Allez, en avant la musique, quoi. Il existe la version de Toto Cutugno, plus politisée, Italiano Nero, mais elle faisait un peu mal aux oreilles. Alors, dans l'Italie d'aujourd'hui, on est un frondeur, un maire frondeur, quand on veut pouvoir soigner un étranger. Vous qui avez animé Cosmopolitaine, qui était vraiment une émission dans l'idée de prôner le multiculturalisme, l'apport de l'étranger, de lutter contre le FN, quelle réflexion vous avez face à ça devant l'Italie de Matteo Salvini et qui est aussi représentative de plusieurs pays? Je vais vous le dire très rapidement parce que le temps presse. Vous savez, il y a des gens qui rêvent de dîner avec Brad Pitt ou avec Georges Clooney. Moi, je rêve de dîner avec le maire de Naples. Ah oui, c'est une demande là. Exactement. Il nous écoute beaucoup en plus. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment ça se passerait? Bon, écoutez, franchement, c'est un homme admirable. Ce sont des gens admirables. Et puis, alors, moi, ce qui me frappe, c'est que toujours quand les situations sont terribles, tout le monde est agressif, on en veut aux immigrants, on en veut. Il y a toujours des gens qui arrivent comme ça et qui nous étonnent. C'est exactement le pendant de la mauvaiseté. Il y a le bien en face. C'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais je suis toujours frappée par, au moment où on désespère, tout d'un coup, il y a des lumières comme ça, de bonté, d'humanisme, de courage. C'est courageux ce qu'ils font aussi. Hein. Paula, désobéir, est-ce que vous avez déjà, vous, désobéi au nom de vos valeurs? Est-ce que vous avez déjà frondé? Bon, écoutez, tout le temps, je risque la correctionnelle si je m'étends sur ce sujet. Mais vous savez, moi, je suis exactement... je suis une admiratrice de Sartre qui disait « on a raison de se révolter ». Je suis sûre que Clara est d'accord avec moi. Oui, puis je trouve ça, je suis assez d'accord avec ce que vous dites aussi sur les trois mers, là. Il y a Palerme, Florence et Naples. Et en plus, il y a la fonction, je trouve, de maire dans toute sa grande noblesse, en fait, qui consiste à un moment prendre soin tout simplement de sa population et de se porter garant d'elle. C'est d'autant plus courageux qu'à ce moment, il y a comme ça en Italie une espèce d'oubli du passé, de l'histoire, du fascisme. Et justement. Et que la plupart des Italiens font bloc dans la haine de l'étranger, de l'émissaire, de celui qui va leur piquer leur pain, soi-disant. Et eux, ils disent, mais non, ces gens-là, ils sont parmi nous, ils vivent là, nous leur devons assistance et ils vont, en retour, nous apporter beaucoup de choses. Exactement. Il y a aussi, si on a même la vision très pragmatique, sans idéologie ni humanisme, à la limite, c'est tout simplement de voir l'apport que ça peut être pour des villes, que ces gens-là, qui sont d'une autre culture, qui sont une force de travail, qui sont... Eh bien, justement, dans l'Obs, qui est paru aujourd'hui, il y a un reportage sur 42 réfugiés qui ont été accueillis à Lille
Lille il y a quelques mois. 42 personnes qui font partie de ce contingent de l'Aquarius qui avait été détourné jusqu'à Valence. Eh bien, la mairie de Lille les a accueillis et le reportage explique comment aujourd'hui ils sont hébergés, comment certains ont trouvé un travail et comment la population se mêle à eux, les croise dans les marchés, etc. Je vous conseille la lecture de cet article qui est positif, pour une fois. Paula Jacques, revenons-en à votre roman, Paula. Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt, paru chez Stock et lu par Clara Dupont-Moreau. Ah, bien oui, car c'est notre actualité, Charline. C'est donc votre roman, Paula Jacques. Alors, ce roman qui s'appelle donc, qui a un beau titre, hein, Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt, ça intrigue et c'est très beau. Alors, c'est écrit tambour battant, sans ralentisseur ni rond-point. C'est pas un livre gilet jaune, hein, mais c'est une narration à l'image de l'héroïne, c'est-à-dire pressée de vivre. Cette héroïne, elle s'appelle Louison Desmarais. Elle est très jolie. Alors, c'est un handicap que Charline et moi, nous partageons, car ce n'est pas toujours confortable d'être très belle. Mais surtout, il se trouve qu'elle est rebelle. Et d'ailleurs, ça va souvent de pair avec une grande beauté. Mais la preuve, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Louison, elle quitte sa famille et sa ville du Havre, en pleine nuit d'ailleurs, avec à peine, non, elle laisse même pas de lettres, elle vole juste les bijoux de sa mère, et elle veut embarquer à Marseille pour rejoindre un amoureux. Et la voilà plongée dans cette pauvre ville de Marseille, qui est fouettée par la guerre, et qui est surtout impuissante à protéger ses habitants juifs de la barbarie. Alors il se trouve que cette Louison Desmarais, elle a une autre qualité, en plus d'être rebelle, c'est que c'est une mauvaise mère. La société condamne la mauvaise mère, mais la littérature, elle, lui offre un abri. Pour la littérature, la mauvaise mère, c'est de l'or. Et votre Louison, Paula, eh ben, c'en est une. Alors, c'est pas une mauvaise mère au sens maltraitante, c'est-à-dire à la Folcoche ou à la Thénardier, non. C'est une mauvaise mère au sens où son enfant ne la détourne pas d'elle-même. De ses plaisirs, surtout. Et de ses plaisirs, mais même de sa petite personne. C'est-à-dire que son enfant ne représente pas une nécessité morale plus haute que sa propre personne. Alors, on voit à peu près d'où ça vient, puisque la genèse de Louison est quand même retracée. La mère de Louison elle-même s'est suicidée alors qu'elle attendait son 3e enfant. Louison, à l'époque, avait 9 ans. Et donc, Louison est déjà le fruit d'une mère dont le ressenti personnel valait plus que celui envers sa fille. Elle a gardé l'idée qu'au fond, les enfants tuent leur mère. Voilà. Donc elle, a priori, évidemment, quand elle devient mère à son tour, Lison, forcément, c'est pas non plus un idéal de Laurence Pernoud, quoi. C'est d'ailleurs beaucoup plus tard, Lison dira à sa fille, je cite, « Je ne voulais pas te voir. Tu étais très laide, tu sais, avec des croûtes sur les yeux et quelques cheveux noirs tout hérissés. » Ce qui fait toujours plaisir. Et petite précision, c'est ce bébé devenu grand qui raconte l'histoire dans le livre. C'est désormais une jeune femme, donc, qui est quand même bien sympa envers sa mère. Alors, au fond, qu'est-ce qui choque dans l'attitude de Louison, qui choque et qui fascine en même temps? Parce que Vizorek, on en a parlé avant l'émission, lui aussi, il avait ce sentiment d'être à la fois un peu choqué et en même temps très attiré par Louison. Eh bien, vous l'écrivez, je cite, « Comme la nature, elle est innocemment et glorieusement amorale ». Magnifique expression, innocemment amorale. Ça veut dire que pour Louison, il y a finalement, pas si grande différence entre le bien et le mal. C'est un peu comme Vizorek qui ne trace pas, de réelles frontières entre le prends-moi et le dégage. Et ben, pour Louison, c'est un peu la même chose avec le bien et le mal, ça se confond un peu. Alors, c'est souvent gênant, notamment en période nazie, par exemple. Parce que de la même façon que... C'est un peu gênant. C'est pas la seule chose qui est gênante, mais c'est vrai que ça en fait partie. De la même façon que Louison ne voit pas l'intérêt de s'occuper d'un bébé, et ben elle voit pas non plus l'intérêt de se mobiliser pour sauver des familles juives. Et de sa part, ce n'est pas méchant, il n'y a pas de malfaisance en elle. C'est juste qu'elle n'a aucune conscience des autres. Non, c'est pour ça que le portrait en clair-obscur que trace Paula Jacques est très intéressant. C'est innocemment amoral, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, au fond, conscience des autres. Ce qui va la sauver, en fait, c'est le hasard. Parce que c'est le hasard qui met sur sa route un résistant, et c'est parce qu'il la dépanne côté logement qu'elle se sent obligée de le dépanner dans la résistance. De temps en temps, de temps en temps. Mais vous le voyez, c'est le pragmatisme qui va guider sa conduite, c'est pas les valeurs. Et en fait, du coup, c'est le matériel sur le théorique. En fait, c'est le corps sur l'âme. Louison, c'est celle qui déteste les Allemands parce qu'ils ont fermé le restaurant où elle devait fêter son anniversaire. Voilà. Mais c'est ça. C'est celle qui donne son bébé
bébé de 18 mois à sa sœur parce qu'un bébé, ça fait du bruit. Et c'est la vieille dame atteinte d'un cancer qui refuse les traitements parce qu'elle a peur d'abîmer ses cheveux. Alors, bien sûr que c'est futile et égoïste, évidemment que ça l'est, mais c'est pas seulement ça, c'est quand même aussi le panache de celles qui veulent jouir sans entrave, celles qui annoncent en fait mai 68, c'est une 68arde égarée des années avant, Louison. Et c'est celle pour qui le plaisir guide la vie. Alors d'accord, c'est urticant, mais enfin, ça a quand même sacrément de l'allure. Je vous redonne les références. Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt de Paula Jacques est paru chez Stock. Merci Clara. Merci beaucoup Clara Dupont-Mono. Et vous avez fait un joli lapsus. Vous avez, au lieu de dire 2 fois Louison, vous avez dit Lison. Ça prouve que vous avez Lison. aimé. Oui. Très bien. C'est vrai. Très bien. Eh bien, lisons plutôt la fin du monde. Exactement. Je veux juste te dire une chose, c'est que sa seule excuse, parce que c'est quand même une femme affreusement égoïste, elle prête plus attention à ses chiens qu'à son bébé, etc. Mais au fond, elle est jeune, elle est très jeune, et l'époque est horrible. Elle arrive dans une ville où les Allemands vont débarquer, où ils vont d'abord affamer tout le monde. Elle profite des plaisirs du marché noir avec le gangster qui la protège et qui est un patriote, un résistant. Simplement, elle a une espèce de réflexe instinctif. Elle ne veut pas qu'on lui vole sa jeunesse. La jeunesse est rapide et elle se dit... Le monde peut s'écrouler. D'ailleurs, ce beau titre, je l'ai emprunté à un philosophe qui s'appelle David Hume. Et c'est pas un titre péjoratif, contrairement, parce que lui, il écrit. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier à une écorchure à son petit doigt. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle déjà, ce philosophe anglais, il applaudissait au total cynisme et amoralisme de mon héroïne. Paula Jacques. Alors, abordons ce dernier sujet, car il y a sur les manuscrits refusés par les éditeurs, parce qu'il y a une enquête intéressante dans l'Express qui raconte, par exemple, Jean Paulhan, qui dirigeait la Nouvelle Revue Française, avait écrit « Monsieur, page 23, une phrase est géniale. Le reste est à revoir. » Vous avez déjà essuyé un refus, Paula ? Écoutez, hélas, je n'ai pas de terrible scène d'humiliation à vous raconter, parce que moi je suis quelqu'un de très chanceux. C'est-à-dire que si je me casse une jambe, comme ça m'est arrivé l'an dernier, je me félicite de ne pas m'être cassé les deux. Alors voilà, donc moi en fait, je n'ai jamais eu de problème, déjà dès mon premier manuscrit, parce qu'il faut dire que j'ai publié une époque bénie où les éditeurs faisaient les yeux doux aux journalistes et aux animateurs de radio en se disant ils vont renvoyer l'ascenseur pour nos auteurs. J'allais vous le demander. Voilà. Donc, en fait, pour moi, tout s'est passé très bien, quoi. Voilà. Donc, je suis désolée, mais je pense qu'une lettre de refus comme ça peut absolument annihiler un non-écrivain. Mais un vrai écrivain, lui, il continuera sa route. N'est-ce pas, Clara ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que quand on a quelque chose à sortir de soi... Alors enfin, on dit ça, Paula, et en même temps, en effet, on n'est pas dans le cas de figure de la 4e lettre de refus. C'est dur quand même. Alors, je suis tiraillée, c'est un peu dur quand même. Je vous renvoie cette enquête de l'Express avec du vécu, avec ceux qui ont du tact, ceux qui en ont moins. Non, mais je vais dire un petit mot sur les éditeurs qui aujourd'hui mettent les formes quand même. Ils sont moins méchants qu'à une époque. Ils argumentent un minimum. Mais non, mais c'est des lettres types maintenant. C'est pas marrant, c'est vachement mieux. De mais dire vous savez, il y a des sadiques partout, hein, même dans l'édition. Hein. On va conclure là-dessus. C'est la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité, Paula mais Jacques. oui, c'est le vous sketch. savez ça. Il arrive entre vos mains, les lunettes ressortent du sac. Le temps que je vous explique votre rôle. Oui, d'accord. Vous êtes Bernadette Chirac. Non. Oui, c'est comme ça, c'est les pièces jaunes. Et là, de la chance, Bernadette, vous jouez avec Guillaume Meurice, qui est Didier Deschamps, qui a remplacé David Douillet. On se rend sur le quai de la gare pour le train des pièces jaunes. Écoutez, j'ai aussi envie de vous dire que l'important, c'est avant tout le collectif. Mais quel talent, ce Didier Deschamps. Je dirais qu'il faut prendre les pièces jaunes les unes après les autres. Vous êtes parfait, mon garçon. Souriez, souriez. Comme ça ? Elles sont très bien, ces nouvelles dents. Ça vous a coûté cher ? Merci, Bernadette, un petit peu. Vous aimez ? Disons que j'étais inquiet que vous fassiez l'opération pièce jaune avec des dents de la même couleur. Mais là, c'est très bien, ne changez rien. Oui, l'opération dents blanches a été un grand succès, on peut le dire. En effet, parce que vous savez, vous faisiez peur aux enfants. Hein. À propos, vous avez fait quoi de David Douillet ?
On a eu les occasions, mais c'est pas rentré. Je sais pas si c'est la bonne ligne là. Ça me paraît. Si, mais j'ai besoin de... Mais c'est pas rentré quoi? Qu'est-ce qui n'est pas rentré? Lisez la suivante, Paul-Jacques. Il faut lire peut-être la suite. Oups, moi aussi je me mets à parler comme un footballeur. Voilà, concentrons-nous sur l'objectif, la victoire avec un maximum de possession de pièces. Ce sera bien la première fois que vous gagnez avec la possession. Oh, on sent que c'est un Belge qui a écrit le sketch. Sinon, vous avez une stratégie? J'ai envie de dire que je vois plutôt un 4-4-2. C'est sexuel alors. Sexuel ou ça? Du calme, Jacques. Oui, du calme. J'avais surtout envie de dire 4 personnes qui collectent à l'arrière, 4 au milieu et 2 devant. Didier, je vous le répète, vous êtes un génie. Oh, disons que je suis très sensible à la cause de l'enfance. Dites-moi, est-ce que vous avez des enfants peut-être? Je dirais au moins 11. Quelle santé! Quelle santé! Avec la même non, ça, femme. Et mon préféré s'appelle Kylian. Jacques, n'écoutez pas, soyez gentil, rendormez-vous. Et boire une Corona. Il me fatigue, il est là au milieu du jeu de qui, il ne fait rien. Alors, je connais le problème, j'ai ça avec Olivier Giroud. C'est pire. Il n'est même pas sur le terrain et tout le monde l'adore. C'est plus comme Madil Rami, vous voyez. Oui, dites, petite question, le train pièce jaune, il va s'arrêter à Marseille? Oui, alors? Et alors, en termes d'image de vainqueur, vu les résultats de l'OM? Oh là là, oui, mais qu'est-ce qu'on va dire si c'est un échec? Je dirais qu'on a bien joué, qu'on n'a pas démérité, mais qu'on n'a pas su être réaliste. Je dirais la même chose de mon parcours politique. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Paul-Jacques. Merci. Et en retraçant votre carrière, on s'est rendu compte effectivement que vous aviez présenté une émission avec Daniel Mermet, une émission érotique. Donc on va essayer de retrouver tout ça. Ce serait bien de le réécouter en podcast. C'était la première émission érotique sur les ondes publiques. Ouais, sur France ça s'appelait Inter. Tendre la nuit, on s'est beaucoup marré. C'était de l'érotisme assez soft. Hein. Mais bon, ça a duré un été seulement. C'est les meilleures histoires. Merci beaucoup, Paul-Jacques. Demain, on va se retrouver avec Vladimir Cosma et je vais vous laisser le mot de la fin, Paula. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Mais vous savez, il y a des sadiques partout, hein, même dans l'édition. Hein. Mesdames et messieurs, bienvenue en classe confort à bord du nouveau SUV Citroën C5 Aircross à destination